Bonsoir à tous. Merci beaucoup pour les personnes qui sont là. Merci aussi pour les personnes qui seront là en replay, parce que je sais que c'est pas toujours évident pour chacun d'être là à 18h. Mais bon, j'ai envie de vous dire, peu importe l'horaire, de toute façon, on n'est pas tous dispo. Je me présente rapidement. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Vanessa Marie. J'ai créé, il y a maintenant un peu plus d'une année réellement, Révélaction. Révélaction qui est un cabinet d'accompagnement pour les femmes qui j'ai envie de vous dire, sont un peu perdues en route, savent plus trop où elles en sont dans leur vie pro, dans leur vie perso. Et le but, justement, c'est qu'elles retrouvent confiance en elles pour justement aller de l'avant, s'affirmer et pouvoir justement vivre la vie qui leur correspond. Et parmi tout ça, en fait, je fais donc différentes choses justement, donc entre autres dans mon cabinet. Et puis en fait, tous les mois, alors 1 à 2 fois par mois, je reçois différentes personnes, des personnes qui m'inspirent, dont voilà vraiment l'activité en tout cas me donne envie d'en parler. Et aujourd'hui, eh ben, j'ai invité Marion qui va nous parler justement de comment vivre une grossesse épanouie et être une jeune maman sereine. Comme je l'ai dit pour les personnes en fait qui ont pu voir l'invitation, vraiment en fait comment dire, on va dire cette interview, le but vraiment c'est effectivement, je vais pas vous dire le contraire, c'est adressé aux personnes notamment aux femmes qui sont enceintes ou qui sont jeunes mamans, mais vraiment ça peut être aussi beaucoup plus large. Vous pouvez très bien être vous-même peut-être un jeune papa ou un papa en devenir et vous êtes curieux d'en savoir un petit peu plus. Vous pouvez être aussi une mamie peut-être et justement vous voudriez un petit peu aider votre fille. Voilà, en tout cas l'idée c'est vraiment en tout cas peu importe votre profil, sentez-vous libre d'être là et de nous poser des questions qui peuvent aider peut-être une personne de votre entourage aussi. Voilà. Bon, bah maintenant, on y va. Marion, dis-moi déjà dans un premier temps, qui es-tu? Eh ben, salut à tous. Donc, moi, je suis Marion. Je suis une maman. Donc, je suis passée par la grossesse. J'ai accouché il y a 4 ans. J'ai une petite fille qui a 4 ans. J'ai été maman. J'ai vécu une grossesse méga épanouie. J'avais plein de chance et d'atouts déjà à la base. Et puis, j'ai fait des choses vraiment pour profiter à fond de ma grossesse parce que je savais qu'il n'y en aurait qu'une. Après, quelques mois plus tard, ça s'est un petit peu compliqué puisque j'ai vécu la difficulté maternelle. Donc ça, c'est une étape de ma vie qui était moins évidente et justement, c'est parce que je ne savais pas tout simplement que ça pouvait exister, les difficultés maternelles, ou en tout cas, je pensais tellement pas que ça m'arriverait à moi, parce que dans ma personnalité, je suis une femme curieuse, dynamique, joviale, sportive. Donc, moi, je vis en montagne, à Guillestre, dans les Hautes-Alpes. Et ça résume assez bien ma personnalité parce que j'adore vivre en montagne, j'adore les sports de montagne. Donc, je fais beaucoup de VTT, de ski de rando, de randonnée à pied. Et notamment, pour une petite anecdote, avant d'être thérapeute et même un peu à cheval, pendant 15 ans, j'étais pisteur secouriste. Donc, c'est les personnes qui s'occupent de l'entretien des pistes de ski, qui font les secours sur piste. Et donc, pendant 15 ans dans ma vie, j'étais dans un milieu très masculin. Faire exploser des dynamites pour faire partir des avalanches. Donc, c'est pas tout le monde qui fait ça. Quoique dans le monde, oui, mais dans la France, non. Et donc voilà, c'est un peu le contraste où pendant 15 ans, j'ai travaillé dans un milieu hyper masculin où le pourcentage de femmes est assez minime, même si ça augmente. Et puis maintenant, je travaille quasiment qu'avec des femmes. Et j'ai fait mon yin, mon yang, et maintenant je fais mon yin un petit peu. C'est ça, maintenant tu travailles plus ta partie féminine maintenant du coup. C'est ça. J'avais peut-être un peu rejeté durant toutes ces périodes parce qu'il fallait être costaud. Et puis là, je suis plus en douceur. La transition s'est faite à peu près au moment de ma grossesse, hein. J'ai décidé de changer et d'aller plus vers la thérapie. Et puis, je suis tombée enceinte euh, pendant ma formation, en fait. Donc, je pense que c'était pas négligeable dans mes choix d'accompagnement maintenant. Et justement, alors du coup, comment tu en es venue justement à basculer justement d'être déclencheuse d'avalanche à penser à la thérapie en tant que professionnelle, mais aussi, j'imagine, au départ pour toi?
Ouais, alors déjà pour moi, ça faisait des années, le point déclencheur un petit peu pour moi, ça a été de me passionner par les plantes médicinales parce que adolescente, c'est ce qui m'attirait vraiment de sinusite chronique vraiment envahissante pour moi à cet âge-là. Et du coup, bah, j'ai commencé à m'intéresser aux plantes médicinales. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bah, tiens, je me formerais bien pour moi. Puis en me formant pour moi, je me suis dit, ah, mais ça me plaît d'avoir cet échange avec les gens et puis ce côté un peu défi d'essayer de trouver ce qui correspond. Et puis bon, quand même, alors oui, le métier de pisteur d'avalanche, de pisteur secouriste, c'est de déclencher des avalanches, mais il y a quand même toute la partie secours qui me plaisait dans cet échange d'aide à la personne, que ce soit sur un secours ou que ce soit tout simplement une personne perdue ou en difficulté. Et il y a cette relation d'aide qui était vraiment importante pour moi. Et puis petit à petit, bah, c'est bien les saisons d'hiver, mais l'été, qu'est-ce que je fais? Donc j'ai travaillé en refuge pendant longtemps. Et puis j'avais plus trop envie parce que c'était quand même être coupé un peu des amis, de la famille, etc. Du coup, je me suis dit, bah, peut-être que c'est l'occasion de travailler vraiment en tant que thérapeute. Et puis, les plantes, ça me parlait de découvrir, mais je me rendais compte que dans l'échange, ben, en fait, les plantes, c'était bien, c'était un soutien physique, mais que peut-être on pouvait apporter encore plus d'autonomie à la personne et de trouver une autre aide. Et donc, petit à petit, je me suis dit, bon, allez, je m'installe et puis je fais une autre formation. Donc, j'ai fait une formation de sophrologue. Et puis, durant cette formation, je me suis dit, mais en fait, je peux pas travailler que 4 mois l'été en tant que thérapeute et puis retourner l'hiver. Je fais quoi des personnes entre-temps? Je vais pas. Voilà. Donc finalement, bah, tout est arrivé en même temps et j'ai pris le virage et je travaille plus que dans mon cabinet maintenant. D'accord, ok. Et donc, simplement pour revenir à toi, quelles sont les difficultés que tu as rencontrées justement à un moment donné qui fait qu'aujourd'hui, finalement, c'est ce sujet-là qui t'attire et qui fait qu'aujourd'hui, tu as envie justement d'accompagner d'autres femmes comme toi? Ouais, et ben, donc moi, je le disais tout à l'heure, j'ai vraiment eu une grossesse épanouie et déjà, j'ai eu l'envie de pouvoir donner la possibilité à toutes les femmes que leur grossesse se passe aussi bien. Parce que je le voyais bien autour de moi avec des amies enceintes où il n'y avait pas autant cet épanouissement. Donc déjà, c'était un petit peu des puces à l'oreille. Euh, Quand ma fille est née, elle était hyper calme, hyper sereine, elle dormait bien et tout ça, ça a été vraiment pendant des mois où c'était facile, du coup, quand elle était nourrisson. Et Mhm. je, je pense, mais ça c'est ma croyance, mais je pense que le fait que moi j'étais épanouie, c'était vraiment ça a participé à ça. Et puis, bon, alors ça, c'est ma croyance, mais elle est aussi prouvée. Il y a beaucoup de pédopsychiatres qui expliquent ça, hein, que le bien-être de la maman enceinte, ça participe à donner des facultés à l'enfant derrière. Ça ne veut pas dire qu'une maman qui est enceinte stressée, elle va forcément donner du stress à son bébé. Et je veux absolument pas culpabiliser là-dedans. On vit chacune ce qu'on peut. Mais en tout cas, c'est vrai que le fait d'être détendu, épanoui, ça permet d'amener vraiment des facultés, ces capacités-là au nourrisson. Donc déjà, il y avait ça. Et puis en fait, derrière, ce qui s'est passé, c'est que euh, alors, les mots n'ont jamais été vraiment posés, diagnostiqués, pardon. Mais avec du recul, il semblerait que j'ai fait une dépression du postpartum clandestine. Donc, ça veut dire que j'ai bien caché le jeu. On parle souvent de la dépression du postpartum comme étant la dépression souriante parce que bah, la maman va cacher un petit peu ses douleurs, ses souffrances. Et donc, c'est complètement ce que j'ai fait. Donc, moi, pouvoir assumer de dire je me sens pas à la hauteur, je suis pas bien, je m'ennuie avec ma fille, je me demande si en fait je regrette pas ma vie d'avant. Tout ça, c'est des choses que j'osais pas dire puisque sociétalement, c'est pas admis. La maternité, ce n'est que du bonheur, messieurs. Donc, Clairement. voilà. C'était difficile de le dire. Du coup, j'ai gardé tout ça pour moi. Et puis, le peu de fois où j'ai essayé de le dire, ben, il n'y a pas eu la réceptivité des personnes en face. Donc, bon, j'ai continué à le garder pour moi. Et en fait, à force de garder pour moi et d'être là-dedans, bah, j'ai voulu compenser pour me sentir autant à la hauteur et d'être aussi forte que ces mamans parfaites que
je pensais être en les voyant de l'extérieur. Et Mmh. du coup, bah, j'ai glissé vers un burn-out maternel à vouloir tout faire parfaitement parce que je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui était pas logique à l'intérieur et du coup, je voulais surcompenser, quoi. Donc Mmh. c'est quand même 2. Alors, le burn-out maternel n'est pas toujours considéré comme une difficulté maternelle en tant que telle, mais ça fait quand même partie. La dépression du postpartum, c'est vraiment quelque chose qui va se développer dans la première année de l'enfant. Le burn-out maternel, il peut arriver, toute la vie de l'enfant, hein, l'adolescence aussi. C'est pour ça que c'est un petit peu, décalé et quoi, qu'on ne parle pas de difficulté maternelle quand on parle de burn-out maternel. Mais voilà et du coup, je me suis dit: «Mais» donc a posteriori, en réfléchissant à tout ça, en analysant un peu tout ça, je me suis dit: «Mais en fait, ma dépression du postpartum, il y avait des signes qui auraient pu être vus dès le début de ma grossesse». Mmh. Et vu que j'allais super bien durant ma grossesse, il y avait pas du tout de raison de s'inquiéter et pourtant, je pense que si j'avais été suivie par une personne, attentive, compétente là-dedans, dans la périnatalité, qui posait les questions pertinentes et judicieuses, je pense que ça aurait pu être décelé avant que ce soit aussi lourd, pour moi, aussi difficile pour moi. Et du coup, bah, c'est un peu la mission que je me suis donnée maintenant, c'est de me dire: «OK, j'adore accompagner les femmes enceintes parce que émotionnellement, c'est beau d'accompagner une femme enceinte déjà Mmh. et si en plus mon expérience et puis les formations que j'ai faites du coup sur la dépression, sur les difficultés en général et le burn-out, Mmh. me permettent justement d'avoir cette écoute, ces questions pour, permettre de déceler s'il y a une problématique ou s'il y a des facteurs de risque derrière de problématiques, et ben, de pouvoir accompagner la maman, dans sa globalité, en fait. Du coup, vraiment l'idée de si tout le monde pouvait vivre une grossesse épanouie, je suis sûre que le monde, irait hyper bien, rien que ça. Parce qu'il y aurait des capacités chez les enfants d'avoir cet épanouissement-là et puis aussi parce que, ben, peut-être qu'on peut déceler des 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 risques, des signes qui pourraient dire que plus tard ou même pendant la grossesse, hein, la dépression, elle peut arriver aussi pendant la grossesse et si on peut éviter ça, bah, déjà, on évite à la maman d'être pas bien pendant des mois, voire des années Mmh. et et puis il peut y avoir une difficulté aussi auprès de l'enfant parce que dans une dépression postpartum, il peut y avoir un lien, maman, enfant qui est vraiment, perturbé et du coup, bah, ça crée des liens d'attachement qui sont compliqués et puis à l'adolescence ou plus tard, ça peut Mmh. être problématique pour C'est justement, enfin, moi, je voilà. sais que c'est vraiment ce qui m'avait du coup attiré dans ce dont tu m'avais parlé. C'est vraiment cette idée finalement d'aller d'une certaine façon à la source et de se dire, bah, en fait, si du coup on part de là, et ben, je veux dire, enfin, le fait de justement de pouvoir accompagner les femmes justement à être beaucoup plus à l'aise dans leur maternité, ça veut dire aussi un enfant plus épanoui et donc du coup finalement des adultes plus épanouis et finalement j'ai envie de te dire même plus largement un monde plus épanoui quoi. Et c'est vraiment ça qui m'avait du coup justement attiré vers toi par rapport à tout ce que tu m'avais dit. Et justement alors par rapport à ce que tu disais, tu parlais de ces signaux que tu aurais pu voir pendant ta grossesse si justement tu avais eu cette, on va dire, comment dire? Cette, sensibilité-là, en tout cas qu'on t'avait appris, qu'on t'avait donné les clés. Quels sont pour toi ces signaux d'alerte que tu aurais pu justement voir, qui t'auraient permis peut-être de mieux vivre plus tard, justement cette maternité? Du coup ouais, du coup, je vais te répondre en 2 temps parce qu'il y Oui? a, ceux que moi j'ai vécu et puis il y a ceux qui sont peut-être un peu plus, vécus de manière générale. Moi, ce qui Mmh. m'a interpellée après coup, c'est, bah, déjà, bien que c'était une grossesse désirée, quand j'ai attendu mon conjoint pour qu'on fasse qu'on voit le test de grossesse ensemble et en fait, moi, je me suis sentie dans une excitation d'un nouveau projet, de voir ce test de grossesse positif, mais j'étais pas dans une émotion particulière. Il y avait vraiment cette excitation de ah, il va se passer quelque chose de nouveau dans ma vie, mais c'était pas une joie de waouh, je vais être maman, je vais avoir un bébé, tout ça. Alors que mon conjoint, il vivait vraiment ça. Mais Mmh. sur le coup, je me suis pas inquiétée plus que ça. Et puis après, bah, j'ai eu vraiment des périodes plus tard, vers le 7e mois, où chaque projet
C'était difficile de me projeter dans des projets, c'était difficile, c'était même angoissant en fait, pour moi de me projeter un peu dans le futur. Alors il y avait l'angoisse un peu de l'accouchement, je dirais plus une peur de l'accouchement parce que, bah, il y a un être qui est dans notre ventre et il va devoir sortir et puis c'est pareil, on n'a pas des phrases super, sympas autour de l'accouchement, hein, on parle de douleur et cetera. Donc il y avait un peu cette peur-là, mais il y avait vraiment l'angoisse de: «OK, mais il va se passer quoi?» Et puis, à la maternité, il y a eu, une phrase de la pédiatre, assez, désobligeante où, je me suis sentie vraiment incapable, quoi. En gros, elle m'a dit, «Bah, puisque vous voulez pas faire ça, vous avez qu'à, jeter votre bébé par la fenêtre tout de suite, quoi» et du coup, je me suis sentie, mais OK, en fait, ma fille a 2 jours et je pose juste une question pour savoir à quoi bon et là, on me dit que je peux la jeter par la fenêtre donc en fait, je me suis sentie, incapable. En plus, une personne, compétente, une pédiatre quand même, Ouais, ouais, dans c'est une sûr. maternité, tout ça. Donc en fait, bah, ça a été ouais, je me suis sentie, rabaissée et diminuée dans mes capacités que j'étais en train de découvrir de maman, quoi. Et puis retour à la maison où c'était, au début génial, génial, hein. C'était les premiers jours de ma vie, c'était de la vie de ma fille, c'était des fous rires sur fous rires et puis, bah, d'un coup, des pleurs, et puis des fous rires et puis des pleurs et puis des fous rires et puis des pleurs et donc ça c'est mon histoire avec des exemples précis, mais en gros, si on voit derrière, c'est au niveau des émotions, déjà, qu'est-ce qui se passe durant la grossesse, après la grossesse? Est-ce que les émotions sont vraiment exacerbées? Il y a quelque chose d'à peu près normal puisqu'il y a des hormones, il y a un bouleversement physiologique qui fait que l'humeur, elle va être touchée. Mais est-ce que, j'ai envie de dire aux mamans et aux futures mamans de se faire confiance? Est-ce qu'elles ont l'impression que: «OK, bon, je suis enceinte, il y a des changements hormonaux, je me sens un peu irritable, j'ai des troubles de l'humeur, OK». Ou est-ce que ça interpelle? Est-ce que c'est vraiment des grosses émotions? Est-ce que et je trouve ça génial que tu aies présenté aussi en disant, les papas, les mamies et cetera parce que c'est important aussi. L'entourage de la femme enceinte ou de la maman, bah, comment ils ressentent la maman? Est-ce qu'ils trouvent que ces émotions, c'est vraiment variable, que c'est vraiment, difficile? Est-ce que la maman se sent dépassée par ce qui arrive? Est-ce qu'elle arrive à se projeter ou non? Est-ce qu'elle pleure beaucoup? Est-ce qu'elle se fait des reproches? Et ça peut être, j'ai l'impression que quand on accouche d'un enfant, on accouche aussi de la culpabilité et mais est-ce que cette culpabilité-là, elle est tout le temps présente au quotidien? Et dans ce cas-là, bah, c'est un signe aussi de dire: «OK, il y a peut-être beaucoup trop de culpabilité, il y a peut-être beaucoup trop d'hypervigilance qui sont des choses qui sont normales, mais est-ce que c'est pas beaucoup trop, quoi? Les reproches à Mmh. soi aussi, Oui, il y a une histoire de dose, en fait, finalement. Est-ce que vraiment c'est habituel? Peut-être c'est quelque chose qu'on a peut-être constaté de la même façon chez une autre femme enceinte ou en tout cas, on se dit: «Bon, OK, en gros, au départ, elle était là, bon, elle est là, bon, allez, ça va». Mais là, si elle commence, s'il y a vraiment la jauge est beaucoup trop différente, est-ce qu'il y a vraiment trop de différence entre ce que la personne est habituellement et ce qu'elle l'est aujourd'hui? Là, peut-être se dire: «Bah, il y a peut-être quelque chose qui va pas». C'est bien ça? et c'est exactement ça et ça veut pas forcément dire que parce que j'ai posé les mots de dépression postpartum tout à l'heure, ça veut pas forcément dire que cette personne-là va faire une dépression ou que ça va être quelque chose de grave. Non, ça peut juste être que, bah, à ce moment-là, c'est comme ça pour elle et ça vaut le coup peut-être d'aller consulter, faire une séance, 2 séances ou juste d'être rassurée, mais au Mmh. moins qu'il y ait quelqu'un de compétent qui puisse peut-être poser des questions un peu qu'on va pas forcément se poser soi-même, un peu plus, pertinentes et puis aussi du coup sur le vécu du quotidien, sur les ressentis de la maman ou de la future maman ou de l'entourage mais aussi sur, ça fait ressortir en devenant maman, ça fait ressortir beaucoup de choses. Ça change notre posture, on n'est plus seulement la fille de nos parents, on devient, bah, la maman de quelqu'un d'autre. Donc il y a vraiment un devenir mère qui est important et psychologiquement ça joue, beaucoup de choses et du coup ça vient travailler, ben, quel est le lien de notre maman? Est-ce que
dans la famille? Est-ce qu'il y a quelque chose au niveau hérédité qui peut être transmis et qui se révèle à ce moment-là? Voilà, ça va vraiment au-delà de juste, je suis enceinte, je vais mettre un enfant au monde. Oui, c'est commun de mettre un enfant au monde, mais c'est pas pour autant que c'est anodin, en fait. Et du coup, ça vient révéler tout plein de choses et peut-être que, ben, un gros bouleversement émotionnel, c'est pas que les hormones. Peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui se joue et que ça vaut le coup d'aller consulter, voire même de se faire accompagner, sur le long terme pour vivre ça de manière la plus sereine, quoi. Mhm, mhm. Et donc, du coup, mis à part, du coup, justement, donc, ces bouleversements émotionnels, on va dire, quels sont les autres signaux qu'une femme, du coup, pourrait euh, voir, et du coup, elle, et puis même son entourage, c'est-à-dire se dire, OK, quels sont les points auxquels elle pourrait peut-être faire attention, ou en tout cas, peut-être les questions qu'elle se pose qui sont peut-être, du coup, révélatrices de quelque chose qu'elle vit et qui pourrait peut-être devenir un peu gênant pour elle par la suite. Ouais, les questions qu'elle se pose, ça peut vraiment être au niveau quoi, de les questions qu'elle se pose ou ce qu'elle vit, ça peut vraiment être de est-ce qu'il y a cette culpabilité qui est vraiment obsessionnelle? Est-ce que elle se fait des reproches? Je parle Mhm, à chaque fois, j'inclus femme enceinte et jeune maman, hein, c'est pareil, ça peut être aux différentes étapes. Le fait de se sentir dépassé, le fait d'avoir des difficultés à se projeter, le fait de se sentir pas capable et pas à la hauteur, ça c'est quelque chose qui revient vraiment souvent. Le fait de mhm, se re-questionner par rapport à son enfance, sa naissance, il y a quelque chose de pareil, un peu d'évident, bah tiens, ma maman, comment elle a vécu ça? Mais du coup, si le lien avec la maman revient beaucoup et ça peut beaucoup jouer et faire revenir des souvenirs qui n'étaient pas forcément agréables. Donc mhm. cette notion un peu de répétition des schémas, en fait. J'ai envie de le voir comme ça, ou au contraire de ne pas vouloir répéter un schéma et d'agir dans l'inverse. Je ne sais plus ce que j'ai dit et ce que j'ai pas dit encore. Mais Ce que tu as dit pour l'instant. Donc, il y avait aussi, moi, ce dont tu m'avais parlé en fait un peu avant, tu avais parlé aussi le fait justement de ce désir d'enfant et de oui, tout ce que ça a comme incidence aussi, ne serait-ce qu'en termes de budget, même aussi dans la vie, tu vois, peut-être une appréhension de est-ce que je vais y arriver aussi, pouvoir gérer tout après, en ouais. fait, tout l'après. Si je vais y arriver, c'est vraiment le fait de se sentir dépassé, de se sentir capable, etc. Le fait de l'enfant, du désir de l'enfant, moi j'ai dit, hein, je désirais cet enfant et pourtant, bah, en fait, il y a voilà, j'ai quand même vécu cette difficulté maternelle. Que l'enfant il soit voulu ou non, il peut y avoir des difficultés maternelles derrière. S'il n'est pas désiré, il peut y avoir en plus une surprise et un temps d'acceptation, un temps d'hésitation, un temps d'acceptation pour décider de le garder ou pas. Et ça peut être un petit signe de OK, est-ce que ça a été tout de suite OK, je le garde, c'est génial, ou est-ce que ça a été au contraire sujet de discussion avec le papa. Donc ça peut rentrer en compte aussi. Et bien sûr, il y a un facteur environnemental du cadre de vie, j'ai envie de dire, où quelqu'un qui a des moyens économiques, par exemple, et qui se sent pas bien, il va plus facilement arriver à donner le relais. Et encore, c'est pas forcément juste, parce que ça peut se jouer du côté émotionnel aussi, mais de dire bon, ok, là je suis dépassée, je fais garder mon enfant, je vais faire une journée au spa ou je pars une semaine en vacances, peu importe. Mais du coup, arriver peut-être des fois financièrement plus facilement à se dégager soit de la responsabilité de l'enfant sur un temps donné, une heure ou une semaine, c'est pareil, hein, sur juste le fait de se sentir plus responsable pendant un laps de temps. Mais aussi, ça peut être de se décharger, de décider qu'il y a quelqu'un qui vienne faire le ménage ou de plus avoir à faire à manger parce qu'on achète chez le traiteur et tout ça. Donc ça, c'est tout ce qui va faciliter autour parce que du coup,
quand on devient maman, bah, il faut s'occuper de cet enfant qui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il faut s'occuper de soi, et généralement, c'est ce qui passe en dernier. Il faut manger, il faut quand même entretenir la maison et tout ça. Et une maman qui est seule et qui n'a pas de ressources financières, ce sera forcément plus difficile à vivre qu'une maman qui est entourée parce qu'il y a un conjoint ou une conjointe qui est présente, qu'il y a des parents, qu'il y a de la famille autour. Et puis, en plus, s'il y a la possibilité d'employer quelqu'un pour des tâches dont on veut se déléguer, bah, ça joue aussi énormément. Je ne sais pas si j'ai été très Si, claire là-dessus. si. Pour moi, en tout cas, oui. Si c'est pas le cas, dites-le nous. Ok. Alors, moi, il y a un truc que justement que tu viens de dire à l'instant, que je me dis, est-ce que éventuellement ça pourrait peut-être amener justement de la culpabilité aussi? Tu as dit ce mot décharger, se décharger pendant une journée, une heure, une journée, une semaine. J'imagine que ça, de la même façon, à certains moments, il doit y avoir de la culpabilité de se dire, mais mince, en fait, j'arrive pas à le faire toute seule. Je suis obligée de demander, je me sens obligée de demander justement peut-être aux grands-parents, à une nourrice ou à quelqu'un de s'en occuper. Et moi, j'y arrive pas toute seule, et peut-être de ressentir cette culpabilité de pas y arriver, alors que peut-être qu'on a l'exemple une autre maman qui, elle, arrive, en tout cas, de notre point de vue, on a l'impression qu'elle est parfaite et qu'elle gère de tous les côtés, quoi. Bah, Donc, c'est ça. En fait, vas-y, il y vas-y. a c'est plein d'injonctions, en fait, tout ça, qui font que bah, la maternité, c'est que du bonheur, des croyances qu'on peut avoir de j'ai mis un enfant au monde, c'est à moi de m'en occuper. Moi, c'était une qui était très forte pour moi, mais non, j'ai pas mis un enfant pour le faire garder. Et du coup, je me suis mis une pression à rester avec elle parce que je l'avais mis au monde, alors qu'en fait, je n'avais qu'un besoin, c'était d'aller faire des activités qui me faisaient du bien, mais je me l'interdisais, en fait. Donc, j'étais mon propre bourreau, presque, quoi. Mes croyances faisaient que j'étais mon propre bourreau. Euh, et du coup, déjà, il est difficile de dire je ne suis pas à la hauteur, je n'y arrive pas. C'est difficile de demander de l'aide. Ça dépend des personnes, on est d'accord, hein. Mais dans cette posture-là, ça peut être difficile de demander de l'aide. Et du coup, bah, c'est un espèce de cercle vicieux. Mais si je demande l'aide, ça veut dire que je vais avouer que je ne me sens pas à la hauteur. Et puis, qu'est-ce qu'on va me répondre en face? Et qu'est-ce qu'ils vont penser? Etc. etc. Et puis, la culpabilité aussi de se dire, mais du coup, je ne vais pas être avec mon enfant. Et puis, j'ai même envie de dire l'ambivalence, parce que généralement, on a envie de s'en débarrasser pour être tranquille et faire un truc dont on a besoin. Mais en fait, quand on n'est pas avec, et ben, quand est-ce que je le retrouve? Et vite. Donc, ça peut arriver. C'est pareil, c'est pas toujours le cas, mais ça peut arriver. Donc, il y a des mamans qui vont pas du tout arriver à se séparer de l'enfant parce que pour elles, c'est pas envisageable. Il y a des mamans qui, au contraire, vont ne souhaiter que ça, se débarrasser de l'enfant et au contraire de pas forcément avoir envie de le récupérer. Et ça, c'est une problématique aussi, vous vous en doutez bien. Donc, il y a un lien d'attachement qui est difficile à se créer et c'est un cercle vicieux. Et du coup, dans le sens décharger, bah, c'est peut-être, moi j'aime bien accompagner les mamans à trouver, ok, c'est pas possible pour vous de faire garder votre enfant parce que ça amène de la culpabilité, de croire qu'on n'est pas capable, etc. Bah, qu'est-ce que vous pouvez faire qui vous fait du bien et que vous pouvez faire avec votre enfant quand même? Et ça, on n'y pense pas toujours. On pense beaucoup à, OK, il ne faut pas l'enfant pour faire du bien, mais en fait, alors ça dépend de l'âge de l'enfant, bien sûr, mais il y a plein de choses qu'on peut arriver à faire avec les enfants, même si c'est que 5 minutes, un quart d'heure, mais quelque chose qui nous fait du bien et qu'on peut faire au moins pendant un quart d'heure, même si c'est que un quart d'heure une fois par jour, bah, peut-être qu'au fur et à mesure, ce sera une demi-heure, ou alors ce sera plusieurs fois par jour, etc. Mais du coup, ça peut aussi, j'enchaîne un peu tout là, mais Oui, je t'en prie. ça peut aussi, donc il y a cette idée-là de se décharger de l'enfant, est-ce que c'est possible ou pas? Et puis, quand c'est pas possible, est-ce que je peux faire quelque chose qui me fait du bien avec mon enfant ou pas? Et si c'est pas possible, bah, c'est quelque chose qu'on va travailler aussi ensemble pour arriver à rompre ce lien parce qu'il est bénéfique ni pour la maman ni pour l'enfant. Donc ça veut pas dire, allez, on coupe le cordon comme on dit, et puis ta maman et ton enfant, on les sépare. C'est juste d'arriver à retrouver aussi une place de femme et pas que de maman,
parce que c'est essentiel pour la maman, parce que si la maman ne va pas bien, l'enfant n'ira forcément pas bien, parce que ce sont des éponges, quoi. Donc, il y a ce premier aspect. Et puis, il y a aussi l'aspect de quoi d'autre je peux me décharger dans cette multitude de tâches qui incombent à une maman. Et puis, dans ce cas-là, alors souvent, on parle de la charge mentale et puis le papa ou le deuxième conjoint qui participe pas assez, etc. C'est effectivement, moi je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui deviennent féministes en devenant maman. Je l'ai découvert au fur et à mesure des rencontres que j'ai faites. Mais du coup, ça aussi, c'est quelque chose qui peut s'élaborer, se travailler, de voir comment est-ce qu'on peut se décharger et demander de l'aide sur d'autres tâches. Et du coup, si vous êtes un papa, si vous êtes une grand-mère ou juste vous avez des amis qui sont enceintes ou jeunes mamans, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? C'est pas forcément garder les enfants, ça peut être d'aller faire un peu de ménage, ça peut être d'apporter un plat, ça peut être d'emprunter les enfants pour jouer avec eux pendant 1 heure, pendant qu'elle va faire quelque chose qui fait du bien. Et ça peut aussi être, si vraiment elle est en difficulté, de lui chercher pour elle quelqu'un qui pourrait l'aider, un professionnel, une association qui pourrait l'aider et la soutenir dans cette période-là aussi. Ça peut faire partie de l'aide qu'on peut amener à une femme enceinte ou à une jeune maman, quoi. D'accord, ok. Je ne sais pas si ça Merci. répond à la question. Si, ça répond complètement à ma question. Si, très bien. Merci Je beaucoup. suis passionnée par le sujet, du coup, ça peut partir vite. Ça peut partir très vite. Je C'est comprends. loin, donc faut m'arrêter. D'accord. Non, ça va. C'est très clair de mon côté, en tout cas. Très bien. Et donc, qu'est-ce que tu pourrais apporter, toi, comme déjà comme petit exercice qu'une jeune maman ou une femme enceinte, du coup, pourrait faire et qui pourrait justement l'amener déjà à souffler déjà un petit peu? Qu'est-ce que Ouais. tu pourrais proposer? Là, il y a vraiment 2 choses que je pense être essentielles à amener et peut-être à prioriser à un moment donné. Il y a le fait de souffler un petit peu, j'en prie. Et du coup, c'est un outil qui est connu, tout le monde connaît, tout le monde l'a en soi, c'est immuable en plus, mais la respiration, c'est vraiment un outil qui est essentiel pour les femmes enceintes et pour les jeunes mamans. Pour les femmes enceintes, il y a non seulement l'avantage, c'est qu'en plus, durant l'accouchement, la respiration, elle est essentielle et elle aide vraiment au travail. Et si on est habitué à s'entraîner sur la respiration, on a de fortes chances d'avoir un accouchement qui se passe de manière plus évidente, plus facile, on va dire, voire même plus sereine. Et du coup, c'est aussi un super moyen pour relâcher la pression, pour relâcher le stress. En fait, quand on va prendre le temps de respirer, j'ai l'impression que je dis quelque chose qui est assez évident, mais c'est peut-être parce que je baigne dedans. Donc tu m'arrêtes si tu trouves que c'est trop bateau, mais vraiment, en fait, le fait de venir respirer profondément, principalement au niveau de l'abdomen, on va stimuler le système nerveux parasympathique. C'est vraiment le système nerveux qui va nous permettre de nous apaiser. Et du coup, que ce soit parce qu'on est stressé, parce qu'on est énervé, parce qu'on est en crise d'angoisse, parce qu'on est en panique, parce qu'on a des peurs, parce qu'on a le mental qui est trop agité, peu importe en fait dans quel état on est, si on se sent mal à l'aise, tout simplement, j'ai envie de dire, le fait de venir se recentrer sur sa respiration, c'est vraiment un super outil qui permet de prendre du recul. Alors, c'est pas juste de dire ah tiens, je respire comme ça, c'est super, mais de vraiment porter son attention à la respiration et d'essayer d'amener la respiration le plus possible au niveau de l'abdomen. Je dis d'essayer et le plus possible parce qu'une femme qui est enceinte de quasiment 9 mois, le ventre est déjà bien occupé et du coup, c'est pas forcément évident de sentir la respiration au niveau de l'abdomen. Les mamans qui se sont entraînées, les femmes enceintes qui se sont entraînées depuis assez tôt dans la grossesse, elles y arrivent plus facilement. Mais c'est sûr que de toute façon, chez une femme enceinte en fin de grossesse, la respiration, elle va plus se faire au niveau thoracique. Mais c'est pas pour autant que ce ne sera pas efficace. C'est juste que de toute façon, on ne peut solliciter que principalement à cet endroit-là, en fin de grossesse.
Du coup, mon conseil, c'est de poser une main sur l'abdomen et une main sur le sternum, sur le thorax, et de respirer sans se mettre d'objectif autre que de rester dans quelque chose qui est confortable, se concentrer sur la respiration et de chercher à venir gonfler le ventre, donc d'inspirer par le ventre, puis au niveau du thorax, puis peut-être un peu au niveau des épaules, et d'expirer en sens inverse. Donc abaisser les épaules, abaisser le thorax, et puis laisser le ventre reprendre sa place initiale, voire même le creuser quand on n'est pas en fin de grossesse, et de focaliser toute l'énergie là-dessus. On peut éventuellement se donner des timings, de dire j'inspire pendant 3 temps, j'expire pendant 3 temps, etc. C'est pas forcément ma façon de voir les choses parce que à chaque moment, même si on le répète plusieurs fois par jour, on n'aura pas forcément le même temps. Et du coup, ça peut être un peu un enjeu de « Oh, mais là, j'y arrive pas bien, qu'est-ce qui se passe ?» Si on est déjà facilement se rajouter de la pression supplémentaire. Ouais, c'est ça. Mais juste de dire « Ok, je me pose, je mets mes mains comme ça, je cherche à inspirer par le ventre, par le thorax, je vois jusqu'où je peux inspirer, je vois jusqu'où je peux expirer. Je peux aussi un peu ressentir ce qui se passe dans mon corps à ce moment-là. Et du coup, toute l'attention, elle est focalisée sur la respiration. S'il y a besoin de compter pour rester focalisé, eh ben, compter pour rester focalisé. Sinon, c'est juste de rester, tiens, comment je le sens dans mon ventre, comment je sens dans mon thorax, est-ce que mes épaules bougent, est-ce que je sens mes mains, comment est-ce que mes mains bougent en lien avec ma respiration. Si je suis enceinte, est-ce que ça fait bouger mon bébé? Moi, je me rappelle que dès que je me posais pour respirer, elle se mettait à s'agiter dans tous les sens. Et voilà, vraiment d'apporter cette attention-là à soi, ça vient jouer physiologiquement et du coup, on apaise le corps et on apaise l'esprit et le mental aussi en même temps du coup, quoi. Ok. Donc ça, c'est une astuce qui est valable autant pour les femmes enceintes que pour les mamans, que pour n'importe qui. J'ai envie de te dire, ouais, c'est clair. Le seul truc, c'est qu'il faut y penser et que c'est pas forcément au moment où on est vraiment pas bien ou mal à l'aise qu'on va y penser et que du coup, ça peut être intéressant de se mettre un peu des rituels à des moments donnés pour prendre l'habitude de respirer comme ça. Et c'est en prenant l'habitude de respirer comme ça, déjà qu'il y a moins de situations de stress parce que y a le système nerveux parasympathique, il est plus stimulé, donc il se laisse moins emballer. Il y a moins de situations de crise, d'angoisse, de panique et tout ça, il y a moins de pics d'émotions. Vraiment, je parle là de pratiques régulières. Et puis surtout, du coup, si on le fait de manière plus ou moins régulière, on va plus y penser au moment où on en a besoin. Puisque c'est principalement là la problématique, c'est que c'est hyper efficace, mais si ça marche pas, c'est parce qu'on n'y pense pas au bon moment. Alors que si on s'entraîne un petit peu à le faire, on y pense plus facilement. D'accord. Et du coup, ça m'amène à la deuxième astuce que je voulais donner, qui est du coup un bon curseur pour se dire « Oh tiens, peut-être que là, je devrais prendre le temps de respirer ou de faire n'importe quoi d'autre. » Et c'est une astuce que j'ai utilisée pendant longtemps et que j'ai plus besoin maintenant, mais je vais expliquer pourquoi. Quand j'étais vraiment dans l'épuisement maternel, j'avais un petit sachet blanc avec des haricots secs dedans, mais vous pouvez mettre n'importe quoi, ça marche pareil. Et donc, j'avais 10 haricots dans un petit sachet. Et à chaque fois que je vivais une émotion forte ou qu'il y avait quelque chose qui venait me titiller, me percuter et qui me fragilisait un petit peu émotionnellement, mentalement, psychiquement, peu importe, j'enlevais des haricots. Et puis, je m'étais mis un seuil où sur mes 10 haricots, il fallait toujours que j'en ai au moins 5. C'est un seuil qui est assez élevé, mais parce que j'avais vraiment pas envie d'aller à 0, parce que du coup, c'était mon curseur. Et si j'arrivais à 0, c'est que j'étais émotionnellement en vrac et que du coup, j'arrivais plus à gérer derrière en fait. Donc c'était mon seuil qui me disait ok là c'est bon, non si je vais plus bas, là je vais plus arriver à gérer. Et du coup, ça pouvait être là l'exemple qui me vient, c'est
un matin où je dépose ma fille chez la nounou et avec plein de bienveillance, elle me fait une remarque. Je me rappelle plus du tout ce que c'est, mais je me rappelle qu'il y avait de la bienveillance, mais que moi, ça m'a percuté dans ce je sais pas faire, etc. Donc ça a tout ravivé. Et donc en fait, j'ai enlevé 4 haricots et là, je me suis dit, ok, il est 9 h du matin, il m'en reste 6. Ma limite, c'est 5. Je suis obligée de faire quelque chose pour récupérer des haricots en fait. Et du coup, bah, ça dépendait à chaque fois du temps que j'avais devant moi, mais ça peut être cette respiration-là que j'exprimais. J'aime bien faire des méditations, de la visualisation, donc ça peut être ça si j'ai un petit peu plus de temps, ou du yoga, ou carrément si j'ai beaucoup de temps, bah, d'aller faire une balade, etc. Peu importe, l'idée c'est de savoir qu'est-ce qui nous ressource à chacun. Donc moi, mes ressources, c'est la respiration, c'est le yoga, le jardinage ou les sports en montagne. Forcément, c'est plus facile de respirer 5 minutes que d'aller faire 1000 mètres de dénivelé en C'est montagne. sûr. Je peux pas utiliser à tous à n'importe quel moment. Mais du coup, je fais quelque chose qui me fait du bien et je remets des haricots dans mon sachet en fonction de ce que j'estime que ça m'a apporté. Et c'est vraiment comme un curseur, en fait, de combien de stress j'ai vécu. Donc, de stress au sens large, j'entends, dans le sens quelque chose qui vient vraiment me mettre mal à l'aise. Et bah, au lieu de m'effondrer et d'aller vers quelque chose où je vais être vraiment mal, ben, j'ai mon curseur, il me reste 5, 4, 3, 2 haricots. Et ben, je vais faire quelque chose et ça oblige à prendre Mhm. soin de toi finalement. D'accord. Et, euh, et puis bah, maintenant, j'ai plus mes haricots parce que je le sens dans mon corps en fait, ou je le sais par rapport à ce que j'ai vécu. Et puis aussi parce que les choses me touchent moins profondément. Les choses me touchent encore et je reste humaine et heureusement, les choses touchent encore, mais peut-être plus facilement avec du recul sur certains sujets. Il y en a où j'ai toujours pas de recul, hein, et c'est ainsi aussi comme je suis faite. Et puis, bah, j'ai plus de la connaissance de moi pour savoir, pour imaginer combien de haricots ça m'a enlevé et du coup de ce que j'ai besoin de faire, quoi. Oui, c'est ça. D'accord. Oui, du coup, ça t'a appris finalement à prendre soin de toi et surtout à écouter finalement peut-être pour réutiliser le même mot, les signaux d'alerte de ton corps. Où on te dit là, là, ça commence à être un petit peu trop bas. Ok, remonte la jauge, prends soin de toi, fais un petit Ouais, exercice de respiration ou va faire un tour en forêt. Et du coup, ce qui fait ouais. que finalement, tu t'écoutes plus en fait et mieux. Oui, c'est ça, parce que en fait, c'est une grosse problématique des mamans de faire passer l'enfant en priorité. Et il y a un moment donné où c'est normal parce que c'est un petit être qui ne peut pas se débrouiller sans adulte auprès de lui, qui ne peut pas se débrouiller sans être nourri, changé, etc. Mais pas non plus sans amour, en fait. Et puis quand on l'a mis au monde, généralement, il y a quelque chose qui fait que il y a cette responsabilité de donner tout ça. Mais sauf qu'à un moment donné, ce que je disais tout à l'heure, une maman qui va pas bien, le bébé il va pas bien. Et il y a des femmes pour qui c'est hyper épanouissant d'être maman et de n'être que maman et ça leur suffit. Mais il y a des femmes pour qui ce n'est pas suffisant et ces astuces-là, ça les oblige à prendre déjà conscience de qu'est-ce qui me fait du bien. Et moi, j'ai donné les miens, mais ça peut être faire du scrapbooking, du tricot, des mots croisés, peu importe, on s'en fiche en fait. Il y a une maman, c'est d'aller faire du crossfit. Je suis sportive, je n'irai jamais faire ça, mais c'est son truc à elle. Et voilà, peu importe ce que c'est vraiment personnel. Et en fait, déjà, ça permet de savoir du coup qu'est-ce qui nous fait du bien, de se poser là-dessus, et puis de le mettre en place parce que les haricots obligent de le mettre en place. Et via les haricots, c'est comment je me sens. Et si je vais plus loin, ça va être pénalisable pour moi parce que j'irai pas bien. Mais si moi je vais pas bien, mon enfant non plus. Et puis l'entourage aussi, parce qu'on ne parle Mhm. pas du deuxième parent, mais c'est aussi difficile pour l'entourage et pour les parents, les grands-parents, les beaux-parents et tout ça, à des degrés variables. Mais c'est aussi difficile pour eux de voir la maman qui est pas épanouie finalement. Oui, tout à fait.
Très bien, bah, merci déjà pour ces 2 astuces et donc du coup, alors toi, comment justement t'accompagnes aujourd'hui? Tu me parlais de maman tout à l'heure, donc du coup, comment t'accompagnes aujourd'hui les femmes enceintes et les jeunes mamans ou les mamans tout court, heu, les mamans déjà bien accomplies, aujourd'hui, dans quel accompagnement tu proposes? Du coup, moi, je propose l'accompagnement un peu selon les besoins déjà, parce qu'il y a des mamans, il y a des femmes enceintes qui veulent être juste accompagnées durant la grossesse et préparation à l'accouchement, puis qui se sentent tout à fait sereines pour le postpartum après. Donc, j'ai un accompagnement vraiment juste la grossesse et puis préparation à l'accouchement. J'ai un accompagnement plus complet de la grossesse alors on appelle ça le 4e trimestre de grossesse, donc c'est généralement le premier trimestre de la vie de bébé quand il naît à terme. Et puis j'accompagne aussi les mamans après, donc c'est pas forcément des mamans que j'ai suivies durant la grossesse ou le début de leur vie de maman, mais des mamans qui se retrouvent en difficulté après. J'ai même envie de dire que normalement, je ne suis pas les mamans que j'ai eues pendant la grossesse, puisqu'on a déjà fait un gros travail en amont pour arriver à éviter d'être dans une difficulté. Je fais une petite parenthèse, mais ça ne veut pas dire que vous prenez soin de vous durant la grossesse, hein, comme mon exemple, qu'il n'y aura pas de difficultés après. Ça ne veut pas dire qu'on a décelé des risques de difficultés, qu'il n'y aura pas du tout de difficultés, et ça peut nécessiter un accompagnement au-delà du 4e trimestre, vraiment quand on a détecté des facteurs de risque. Pas forcément un accompagnement très très régulier, mais en tout cas un suivi pour être attentif aux signes qui pourraient dire qu'à un moment donné, ça commence à plus aller. Et pour parler un peu d'outils, du coup, moi j'utilise 2 outils principaux. C'est la sophrologie dans le sens vraiment respiration, relaxation dynamique et surtout visualisation et préparation mentale pour l'accouchement et pour l'après, pour arriver à se projeter. C'est vraiment ce qui me paraît être essentiel. Et puis, j'ai un autre outil qui est beaucoup moins connu, qui est le Psyché ou Psycha. Donc, ça s'écrit Psych-K, qui nous vient des États-Unis et qui est vraiment un processus pour venir modifier les croyances. Donc, quand on parlait tout à l'heure de toutes les croyances qu'on peut avoir par rapport à l'accouchement, du fait que c'est hyper douloureux, je dis pas que c'est forcément une partie de plaisir, mais il y a des femmes qui ont des accouchements orgasmiques, donc ça veut aussi dire que c'est possible. Le fait que on peut ne pas se sentir capable, etc. En fait, c'est à partir du moment où on dit je suis pas capable, je suis nulle, c'est pas pour moi, c'est impossible, c'est compliqué. Tout ça, c'est des croyances qu'on a parce que l'expérience de notre vie nous a amené à cette conclusion-là. Et en fait, on peut venir, grâce au processus de Psyché, on peut venir transformer ces croyances-là et du coup, vivre des situations plus sereinement. En gros, c'est j'ai quelque chose qui bloque, j'ai quelque chose qui ne va pas, et on peut venir transformer des croyances. Donc ça, c'est mon boulot à moi de déceler les croyances parce que les gens n'arrivent pas en disant j'ai cette croyance-là, j'ai cette croyance-là. C'est plutôt j'ai cette Rarement. problématique-là. Voilà. J'ai cette problématique-là et du coup, on arrive à déceler vraiment les croyances qu'on peut transformer là derrière. Dans la maternité, généralement, on en a beaucoup qui reviennent, que ce soit à la grossesse, les jeunes mamans ou les mamans qui sont en burn-out, même d'adolescents. En fait, c'est souvent les mêmes croyances, c'est souvent les mêmes injonctions qui reviennent, mais après, chacune est différente, donc il y a aussi des spécificités. Et du coup, je trouve que mêler les 2 outils, voilà, c'est une super synergie en fait qui permet voilà, le psyché pour moi renforce l'efficacité de la sophrologie et puis des fois la sophrologie permet de prendre conscience d'une croyance qu'on va aller travailler en psyché. Donc ça, je trouve ça hyper puissant. Et puis, au besoin, c'est pas systématique, mais au besoin, je suis aussi conseillère en fleurs de bac et à la base phytothérapeute, puisque c'était comme ça que j'étais arrivée à la pratique de thérapie. Et du coup, c'est pas
mon activité principale, mais mes connaissances sont là quand même. Et du coup, lorsque je sens qu'il y a un besoin, je fais la proposition à la femme enceinte ou à la maman. Et puis, elle prend ou elle prend pas. Mais ça peut parfois être un soutien un peu en plus. Complémentaire. Voilà. Ouais. Et dans les modalités, du coup, je fais des accompagnements soit que en direct, toujours donc en direct à mon cabinet à Guillès dans les Hautes-Alpes ou en visio aussi, en individuel, où je fais aussi des accompagnements où on fait quelques rendez-vous en direct, mais il y a aussi beaucoup qui se fait en audio. Ça permet d'avoir des accompagnements à un tarif qui est plus abordable, puisque du coup, il y a moins de direct, il y a moins de face-à-face. Et voilà, donc c'est 2 formats qui sont possibles. Un peu de direct et des audios, plus de direct, moins d'audio. Voilà, c'est un peu variable selon les besoins des mamans et puis le budget aussi, puisque mon idée, c'est que ce soit accessible à un maximum de personnes. En fait. Maximum de personnes, bien sûr. OK. Et la visio, c'est possible, si pour les personnes qui seraient que en visio, c'est possible de faire la totalité de l'accompagnement? Ouais, bien sûr. Oui, d'accord. Ça peut être tout en visio, ça peut être tout au cabinet, ça peut être les 2 à la fois. Tout est possible. Ouais. Du coup, j'ai transformé la croyance c'est impossible, donc maintenant tout est possible. C'est ça. OK, très bien. Merci beaucoup. Bah, c'est très clair. Eh ben, on va bientôt se quitter. Est-ce que tu pourrais me dire simplement où on peut te trouver du coup, Marion? Oui, alors moi j'ai un site internet qui est www.maternitérelax.com, tout attaché, tout en minuscule, sans accent. J'ai une page Facebook qui est Maternité Relax. Et donc là, en 2 mots, avec les accents et avec les majuscules. Et puis une page Instagram aussi qui est Maternité Relax, tout en minuscule, tout attaché. Impeccable. De toute façon, je remettrai tous les liens sous la vidéo. On va publier, donc du coup, ce sera publié sur Facebook, sur YouTube. Et puis, je mettrai un petit peu sur Instagram aussi, mais du coup, il n'y aura pas la totalité de l'interview pour les personnes qui voudraient partager avec d'autres, parce que je pense que ça peut vraiment intéresser plein de femmes, justement, de pouvoir avoir ces petites astuces. Et notamment, moi, je sais que c'est quelque chose que je me dis que ça peut être vraiment intéressant pour tout le monde. Ce petit sachet de haricots, je trouve ça génial, du coup. Et je me dis que ça peut être carrément utilisé, c'est quelque chose que tout le monde pourrait utiliser pour penser à soi, parce que je pense que ça ne concerne pas non plus que les femmes et pas que les femmes enceintes ou même que les mamans. Donc, ouais, je pense Loin que... de là. Mais effectivement, du coup, donc je pense que rien que pour ça, déjà, ça peut concerner tout le monde. Génial. Bon, très bien. Eh ben, merci beaucoup, vraiment, Marion. Je regarde, est-ce qu'on a des questions en cours? J'en vois pas. Donc, c'est que tout était très clair. Super. Si jamais vous avez des questions, je vous invite à contacter directement Marion, c'est le plus simple. Sinon, à me contacter et puis je transmettrai la question. Voilà. Encore une fois, un grand merci, Marion, parce que c'était vraiment super. J'ai vraiment repris beaucoup de plaisir à partager ce moment avec toi. Et puis, Moi aussi, je suis capable de m'emballer et de parler longtemps. Donc, oui, moi, ça, je confirme quand je vois le temps qui est passé. Je me dis, bon, là, je crois que je suis dans l'un de mes records, là, mais du coup, mais il y a plein de choses à dire. C'est normal, c'est top. OK. Eh ben, un grand merci, Marion. À bientôt et bonne soirée à tous. Bonne soirée. Merci, Vanessa. Je t'en prie.